Il est temps de vous informer dans votre émission, dans cette émission que vous aimez beaucoup ici, sur CSS Télévision, le reflet de tout un peuple, la chaîne de la maman nationale. Cette émission, c'est chaque jour ici, du lundi au vendredi à partir de 11h, rediffusion 22h, comme d'habitude, chaque lundi. Nous avons des invités fidèles de cette émission parce que les castings de lundi, toujours on respecte les deux invités principaux. Il y a Monsieur Gandhi Kassende qui est ici, diaspora. Il est dans plusieurs choses, mais il aime bien qu'on les présente comme un vrai patriote. Monsieur Gandhi Kassende, soyez le bienvenu. Merci bien pour cette invitation. Au-delà d'être patriote, j'ai quand même une certaine expérience au niveau des entreprises comme mon collègue en face. Monsieur Mathieu Takizala, les DG. Là où j'ai travaillé à l'entreprise dans la région parisienne sur plusieurs fonctions à responsabilité, où j'ai été aussi administrateur de plusieurs institutions différentes. Donc j'ai cette expérience au niveau de la gestion des entreprises et des orientations que les entreprises peuvent avoir ou mettre en place exactement. J'ai aussi cette expérience de l'évaluation des projets et autres, des suivis et de l'évaluation des projets. Au-delà du fait que j'ai aussi exercé au niveau de la presse, au niveau de la région parisienne, j'étais un des premiers Africains à avoir une radio locale privée en FM qui s'appelait Black FM, sans compter, j'ai travaillé chez les Antillais, Tropic FM, etc. etc. Voilà, je n'ai pas voulu vous présenter. Non, succinctement, on ne sait jamais. Vous avez un CV à long métrage. Voilà. On dit souvent que les gens qui viennent de la diaspora, on confond la France à la Belgique. C'est vrai qu'en Belgique, il y a très peu d'hommes qui travaillent. Disons, la structure de la Belgique ne permet pas toujours aux hommes de travailler, même après avoir fait des études universitaires. Mais en France, il y a cette possibilité. Quand on ne peut pas avoir un poste à responsabilité suivant la formation qu'on a eue, mais il y a beaucoup qui montent leur propre entreprise. Ils sont nombreux là-bas avec ces genres d'expérience. Merci, Monsieur Gandhi Kassende. Je retiens seulement un vrai patriote. Mais la dernière vidéo avec vous, l'émission que vous avez fait avec Yolama, vous avez déjà 54K sur mon TikTok, donc 54 000 personnes. Il y a trop de félicitations et aussi des critiques. Alors, c'est ça qui fait avancer le monde. Merci. De l'autre côté, nous avons le DG Mathieu Takizala. Il est également économiste et diaspora. Il est DG de l'entreprise spéciale Auto Garage. Il est ici avec nous. Monsieur le DG, soyez le bienvenu. Je remercie Delphin. Vous savez qu'à chaque fois quand vous envoyez l'invitation, d'abord je dis je m'excuse parce que ça fait des fois que vous m'avez envoyé les invitations. Vu quand tu es un chef d'entreprise, vous savez, on a tellement de choses à faire. Et surtout encore en République démocratique du Congo. Donc c'est pour cela, à un moment, lorsqu'il y a une invitation, quand on n'arrive pas, il ne faut pas vraiment noter des rigueurs. Mais aujourd'hui, je suis là et j'ai dit donc, bonjour à tous les compatriotes qui sont en face, les co-débatteurs. On se connaît, mais nous sommes uniquement au service de la République démocratique du Congo et de l'Afrique. Parce que le 21e siècle ne se construit pas avec des mots, mais avec des actes, avec le travail. Le travail est requis à la République démocratique du Congo. Mais si on veut avoir le dynamisme et le travail, il faut avoir aussi le chef d'entreprise, les gestionnaires d'entreprise et les entreprises. J'aimerais bien que vous soyez notre Dangote de la RDC. Alors, de l'autre côté, Monsieur Jean-Patrick Moussenga, il est enseignant à l'université. Il est là, il a une structure à vos vies, à moins que je me trompe. Oui. La structure à vos vies, c'est... Merci Delphin pour l'invitation. Je salue mes co-débatteurs ici et je remercie ou félicite votre équipe et votre chaîne. Je suis président national de Avovig, comme vous l'avez dit, accompagnement des victimes de guerre. Je pense que je suis un petit Congolais parmi les petits. Je suis expert en réparation de préjudices de guerre. Ça, c'est ma spécialité. Je pense qu'au niveau d'Afrique, il y a un collègue qui se trouve au Nigeria. Moi, je pense que je peux être le deuxième en Afrique. Merci à M. Jean-Patrick Moussenga, cadre également d'un parti politique. Justement, ADECO, Alliance des démocrates congolais, où nous avons des problèmes maintenant. Nous avons un comité de crise qui avait été mis en place, que nous contestons.
parce que la personne qui trône à la tête de ce comité est une personne incompétente. Et d'après moi et certains amis, n'est pas la personne indiquée pour diriger un parti comme ADECO, et surtout pendant ces moments de préparation aux élections. Voilà, merci. C'est vos problèmes internes. C'est vos problèmes internes, mais je tiens aussi à vous dire que la dernière émission qu'on avait fait ici, vous avez dit qu'à l'époque, quand vous étiez encore soldat, le régime de Kabila 1+4, on vous payait $9. Il y a autant de personnes qui m'ont appelé de l'ancien régime, la diaspora, que vous avez eu à mentir la population sur ces grands plateaux. Trop de commentaires. Hein, je suis content qu'il y ait de personnes. 95 cas. Des gens qui s'intéressent à ma modeste personne. Je pense que c'est avec de preuves. Ils peuvent aller vérifier. Entre l'an 2000 et 2004, voire même 2006, ils peuvent aller vérifier. Le soi-disant salaire que nous attendions solde était de $9. J'ai même donné des indicateurs. Un casier de Maltina à la sortie de Maltina qui venait de sortir, qu'on pouvait acheter à $9,5. C'était ça. On payait le dernier de militaire et avec cet argent, il ne pouvait qu'acheter un casier de Maltina. Jeu de référence. C'était ça votre solde. Vous confirmez encore ici. Je demande aux gens d'aller vérifier. Parce que je ne rapporte pas les choses qui m'ont été dites. Ce sont les choses Ferdinand Kambere m'a dit que c'est faux. Alors, je veux revenir. Kambere n'était pas militaire. Qu'il arrête de jouer avec le feu. Il est quand même le secrétaire... Qu'il arrête. Je le mets en garde dans cette émission. Qu'il arrête de jouer avec le feu. Ils ont blagué avec les militaires et les policiers. Et ils se sont arrogés le droit de prendre tous ceux qui pouvaient sortir de la production nationale et se le distribuer eux-mêmes. Je le mets en garde. Merci. Ce n'est pas lui qui peut donner des leçons ici. Ferdinand Kambere? Lui et toute son équipe. Il était quand même ministre. Je m'en fous de ce qu'il était. Merci. Dans quelle école il est allé apprendre à devenir ministre? Merci. Je ne voudrais pas que les gens continuent à l'énervement moral lorsque nous voulons parler de la République. Merci, monsieur Jean-Patrick Moussinga. Voilà. Comprenez, c'est l'émission Duel. C'était que la présentation. Il est là. Vous l'avez cherché parce qu'il est intelligent. Vous aimez ce qu'il dégage comme réflexion. Il est là. Mike Gardi-Diana, analyste politique. Je me limite là. C'est le bienvenu. Merci. Je crois qu'au journaliste. Voilà. C'est ma fonction première en fait. Merci. Alors, voilà. Apparemment, vous vous déplacez un peu trop pour servir la nation ou pour remplir aussi les besoins du ventre. Parce qu'à tout moment, vous êtes un peu... Je crois que c'est une question très bénigne qui n'intéresse pas le Congolais, ma situation en moi. Je crois que dès l'entame, j'avais demandé à ce que, dans la présentation, que je prenne quelques minutes pour évoquer une situation, moi, qui me dérange. Qui vous dérange? Oui, sérieusement. Qui ne dérange pas la population, mais qui vous dérange? Moi, ça me dérange et ça dérangerait forcément la population. Parce que j'ai l'habitude de vous dire qu'aucun État dans le monde s'est développé sans son administration publique. Et que l'administration publique congolaise était devenue un fardeau énorme pour l'État, non seulement parce qu'on recrute sans qu'il y ait un besoin en termes de personnel, mais on le fait juste pour des raisons de survie. Je comprends le contexte social difficile, mais ce qui se passe actuellement est devenu... On touche le fond, en fait. Je vous explique. Quand on parlait de l'administration publique, on voit le ministre Eliaou, non? Non, bon, en fait, cette fois, je vais parler des agents publics dans le sous-secteur de l'EPST. Le problème, c'est que depuis 2 mois, ils ont quand même réussi, avec l'implication du ministre, d'obtenir la prime d'encadrement de paye. Une prime qui devrait être payée par une banque. À la lumière du jour, après avoir, cette fois-là, octroyé de primes, on s'est rendu compte que finalement, il y avait beaucoup trop de fictifs, alors que le travail, c'était d'élaguer les fictifs. Le ministère s'est ressaisi pour pouvoir contrôler le liste.
Mais pour la première fois dans la République, dans un pays sérieux, j'ai vu de marche des agents qui refusent de se soumettre à un contrôle. Et c'est quoi le contrôle? Présentez juste votre affectation, votre pièce d'identité. On n'a même pas demandé vos diplômes. On dit présentez juste que vous êtes exactement agent. Il y a une notification et puis votre pièce d'identité. Les gens ont marché jusqu'à ce que j'ai vu des gens traiter un ministre de Koulouna juste parce qu'il leur a demandé d'aller se faire contrôler. Oh, comment ça? Mais je vous l'explique. C'est pas qu'on me l'a raconté, j'étais présent. Ok. Et par après, on mène des enquêtes, je me rends compte que puisque c'était une prime qui est arrivée, au niveau de la banque, les listings qui sont partis, c'était juste des listes déclaratifs. Et que finalement, chaque chef de service a pris le soin d'émettre des noms, même ceux qui n'étaient pas agents. Pour faire saigner la caisse de l'État. Pour faire saigner la caisse de l'État. Maintenant, quand on a décidé de contrôler, eux ne pouvant pas être au devant de la scène, ils ont instrumentalisé les agents pour bloquer le contrôle. Et surtout un contrôle tenant compte des événements, on a décidé d'appeler des auditeurs externes pour éviter qu'il y ait influence dans le contrôle. Et à ce niveau-là, je me rappelé, cette fois je vais parler directement aux décideurs. Et j'ai aimé la réaction, parce que dans ces sous-secteurs-là, il y a deux catégories de gens. Il y a ceux qui sont sous la coupe, le régime CECOPE, qui est la structure aujourd'hui d'INACOP, qui gère la paye des enseignants, assis et debout. Mais il y a ceux qui sont les agents des services centraux, qui dépendent aussi de l'administration du Trésor public directement. Ceux-là se sont permis d'aller vers le ministre de la fonction publique pour dire que le sous-secteur de l'EPC ne peut pas nous contrôler parce que ce n'est pas de leur compétence. Le ministre leur pose la question. Par principe de le principe de parallélisme de forme, c'est lui qui a initié la prime, c'est qui? C'est celui-là. Bon, comment vous voulez que les primes sont payées sur base de quelle rubrique? On dit, en attendant, normalement, il devrait le toucher au mois d'avril avec l'exercice budgétaire 2023. Mais puisque c'était une question cruciale et urgente, le ministère a décidé d'affecter une autre ligne budgétaire pour pouvoir payer en attendant que le régime normal arrive. Il dit, bon, si il pouvait avoir autant de volonté pour pouvoir le faire, pour que vous touchiez cette prime, pourquoi vous pensez qu'il ne peut pas vous contrôler? Si vous n'êtes pas... C'est lui qui paye, selon eux, il ne peut pas les contrôler. Si vous n'êtes pas fictif... C'est compliqué ça. Si vous n'êtes pas fictif, ça vous coûte quoi? D'arriver juste à un contrôle qui ne prend même pas 2 minutes. Vous êtes de quel service? Tel service, on vérifie. Sur la liste, vous êtes là, on vérifie votre pièce d'identité, on vérifie votre affectation. Vous sortez, vous partez. Merci. Je crois qu'à ce niveau ici, j'ai l'habitude de le dire, on est déjà un pays qui a atteint la misère intellectuelle si on n'y prend pas garde. Si on ne fait pas attention à assainir cette administration publique, on continuera. Il ne faut pas attendre des résultats différents quand on oppose les mêmes actes dans les mêmes circonstances. Merci. Ça, il faut le corriger et très vite. Merci, monsieur Mike Gardidiana. Là, moi, j'encourage les ministres de l'EPST, monsieur Tony Mwaba, un vrai warrior. Il se bat dans ce secteur-là pour quand même honorer et donner du poids et soutenir les chefs de l'État. Parce que l'article 43 de la Constitution, cet article était là dans la Constitution depuis longtemps, mais cette gratuité n'avait pas eu le fondement. Mais avec le ministre Tony Mwaba, on sent, mais si les agents pensent qu'ils sont réellement le vrai agent, mais pourquoi ils ne doivent pas se soumettre à ces contrôles pour permettre à ce qu'on sache si réellement tu es dans l'administration. Mais parmi les fictifs, on a de nombreux aussi, quelques agents de certaines banques aussi dedans. Donc il y a eu vraiment un logique. Ça veut dire que quand les directeurs chefs des services se sont décidés d'aller outre le process, sur base, est-ce qu'on peut payer un agent sur base simplement d'une liste déclarative? Quel est l'élément administratif qui atteste qu'il est véritablement agent ou pas? Les agents de la banque aussi s'en sont saisis. Ils disent, bon, écoute, ouais, parce que certains appelaient. Ajoute-moi tel, ajoute-moi tel. Ils disent, bon, ok, tu vas ajouter tel, on est coquité. Bah, qui ça, bon, moi aussi j'ajoute. Ok, ils font un compromis. Et si même on a connu cette histoire, c'est parce qu'il y a des gens qui continuaient à ajouter et que finalement les autres ont dit non. Et Koki Boété, celui-là a décidé de faire remonter l'information et ça a capoté. Merci, merci. Il y a tout un groupe de mafieux. Hein. Vous prenez le ministère de Finances, budget et... c'est un problème de culture, c'est général à la République. Donc ils savent comment comploter pour... voler l'argent de l'État, ajouter les noms de leurs copines, copains, ainsi de suite. Il faut que ces histoires
cesse, parce que nous avons besoin de soutenir les chefs de l'État. Il faut que ce pays se relève. Alors, la thématique d'aujourd'hui, le développement de la RDC à la base. Où en sommes-nous? On va en parler ici avec mes invités. Deuxième point, l'insécurité à l'est de la RDC. Faut-il croire encore à notre diplomatie? On en parle sur ce plateau. Je préfère commencer par le premier sujet, le développement de la RDC à la base. Où en sommes-nous? Je commence par M. Mathieu Takizala, qui est un entrepreneur, qui est plus en contact avec le petit peuple, chef d'entreprise. M. Mathieu Takizala, la RDC, un grand pays, un pays qui fait rêver le monde, mais un pays continent, selon plusieurs personnes, mais un pays toujours à genoux. Ces pays n'arrivent pas à se relever. Pourquoi? Quel est le vrai problème? Les constats. Bon, si mon compatriote qui est à côté a commencé avec le problématique des fonctionnaires d'État. Nous savons quels sont les ministères qui sont en charge des fonctionnaires. Et partout au monde, ils ne sont même pas 10%. Il n'y a pas un pays et que la masse salariale publique dépasse 10%, même les États-Unis. C'est 4, 5, ainsi de suite. Donne-moi la photo du chef de l'État. Alors, quand vous êtes dans un pays où le système financier est absent, on va voir ces genres de jeux. Quand vous êtes dans un pays où les instruments bancaires sont tous étrangers, qu'est-ce que vous voulez? Or, on a une banque postale. Pourquoi les enseignants ne sont pas payés à la banque postale? Pourquoi ils ne sont pas payés? Parce que c'est là où on va regarder. Celui qui emploie les enseignants, ce n'est pas le ministère de l'enseignement. L'enseignant est fonctionnaire. Vous comprenez? Il est fonctionnaire. C'est l'argent public qui le paye. C'est l'argent de toi, de moi, de tous les contribuables. Et le jeu, nous, on a fait comme on est dans le chômage de masse. Chacun, quand il arrive, il veut placer les siens. Il n'y a pas que le petit administrateur, y compris les ministres. Il y a des ministres. Et aussi à Main-Lerlo dans... Bah oui, dans mais le chômage est de masse. Ok. Les agents de carrière qu'on appelle les administrateurs, à défaut, on ne les considère même pas. On croit comme si... C'est le technicien. Les secrétaires généraux ici, ben on le prend comme des petits enfants. La Belgique a fait 7 mois sans le cabinet politique. Mais la Belgique n'était pas parteur. Était tenue par l'administration. Nous avons des caisses, la CNSS, qui gère tout ce qui est la partie sociale des travailleurs. Retraite, accident maladie, formation, ainsi de suite. Quand quelqu'un prend son bulletin de paye, vous allez voir les contributions qui partent de gauche à droite. Mais cette caisse-là, est-ce qu'on le laisse vraiment le couloir d'agir ici? Nous avons d'abord combien d'actifs aujourd'hui? Les gens qui peuvent permettre que le système social soit solvable en démocratie du Congo. Les déficits sont énormes. Avant d'amener les gens ou embaucher les gens, nous devons tenir compte de beaucoup de paramètres. Comment on peut faire un pays pendant 40 ans où on croit que c'est uniquement l'emploi public, mais l'emploi privé, c'est l'emploi qui est supérieur dans tous les pays du monde. Vous parlez de développement où on ne parle pas de l'entreprise dans un territoire. Vous parlez de développement où l'entreprise locale n'est pas ni financée, ni avec du contractuel. Or, c'est l'entreprise privée qui permet au système public de fonctionner aussi. 48 mois, mon cher, je suis ici. Je suis tout le temps avec vous dans le plateau. Vous estimez ça que vraiment on va vers la mondialisation, la modernisation ou l'innovation? 48 mois sans même un contrat. Dans un territoire où on fait tout ce qu'on peut faire. Même moi qui est médiatisé. Mais là, dis-moi mon confrère qui n'est pas médiatisé. Or, avoir un contrat, c'est crier, c'est que toi tu cherches le développement. Dès que j'ai un contrat, ce sont des Congolais qui sont dans la rue, qui vont être bénéficiaires. C'est l'État qui va être bénéficiaire. Mais ce qui peut nous donner le contrat est versé. Parce qu'on m'a nommé ministre, je crois que c'est le ligablo personnel. C'est ce qui se fait ici. Okay. Je crois qu'il faut que la Cour des comptes retourne dans ce pays.
On doit auditer tout le monde par des experts indépendants. Mais nous avons l'IGF déjà. Oui, l'IGF, il est du bord public. Aujourd'hui, il y a aussi des Congolais qui sont indépendants, qui sont experts dans la gestion publique, qui peuvent aussi auditer les choses. Pour qu'on puisse avoir la clarté. On ne peut pas devenir juge et arbitre. Juge et parti. Non. L'argent qui sont mis dans les départements ministériels, c'est l'argent des Congolais. C'est l'argent public. Ce n'est pas l'argent parce qu'on vous fait chef de département et tu deviens. Non. Il y a des ministères clés, compte public. Pour les fonctionnaires, fonction publique et le ministère du Travail. Ces ministères ont un rôle. Merci, merci. Je vois. Ont un rôle. Je crois que le développement, c'est sur le bon sens. Merci. Ne faisons pas juger parti. On fait ça beaucoup dans ces pays. Merci, monsieur Mathieu. Le syndicat aussi a un rôle. Vous comprenez le syndicat? Lorsqu'on veut faire, par exemple, l'amélioration sociale pour un travailleur, on doit consulter les syndicats. Merci, monsieur Mathieu. Le syndicat dans notre pays, on fait comme le parent pauvre. Non, ça, c'est pas bon. Il faut consulter le syndicat. Vous avez à consommer vos minutes, s'il vous plaît. Merci à vous, chers téléspectateurs. Il y a la réaction de l'ancienne vice-ministre du budget, Madame Ernestine Nyoka. Merci parce que vous êtes en train de suivre. Alors, monsieur Gondi Kassinde, la même question à vous. Quel est le constat faites-vous par rapport à la RDC, un grand pays? Pensez-vous qu'à la base, c'est possible de commencer le développement à la base? Un peu de mon quartier du Congo. Un grand pays, peut-être dans ses dimensions géographiques, mais sur le plan économique et social, ce n'est pas un grand pays. C'est un petit îlet. Vous dites? Un petit îlet. Un îlet. La RDC? Oui. Sur le plan économique et sur le plan social. En 1960, on n'était pas comme ça quand même. 1960, on a même reculé par rapport à 1960 quand on regarde les indicateurs économiques, les statistiques et autres, les niveaux de développement et du pays et des populations. On est retourné. Mais sur la liste, la RDC a laissé quand même certains pays aussi derrière lui. Il ne faut pas dire que la RDC doit se développer pas seulement par le fait qu'il y a des pays derrière. Quels sont les pays qui sont derrière la RDC? Il n'y en a pas beaucoup. Donc, je pense que M. Gardi Diana posait des problèmes. Lui, notre collègue aussi, chef d'entreprise, a posé. Sauf que je voudrais rectifier le tir par rapport à ce qu'il a dit. Je ne voulais pas dire que c'était grotesque. C'est-à-dire par rapport à l'enveloppe salariale. Ce n'est pas des 10%. Il n'y a aucune entreprise dans le monde où l'enveloppe salariale est de 10%. L'enveloppe salariale, que ce soit au niveau des entreprises publiques ou privées. Je parle de l'État. Je disais, la masse salariale de l'État doit tourner, osciller autour de 30%. 30% en gros. Ça peut être un peu moins 25, mais beaucoup plus vers 40. Donc c'est juste ce rectificatif à vérifier. Pour ce qui est du développement des territoires, comment peut-on, je pense que la démarche est bonne, mais comment peut-on développer les territoires quand l'administration elle-même n'est pas développée? Il fallait commencer par faire asseoir l'administration. Gardi Diana a épinglé un point de non-fonctionnement ou de mal-fonctionnement de l'administration. Moi, je dis c'est généralisé. Pourquoi cet État n'a pas décollé? L'État du Congo n'a pas décollé puisque l'État congolais n'a jamais été construit au-delà du droit international. Puisque souvent, les gens supposent qu'on a une administration, une population, patati patata. Et qu'on avait raison de dire que l'État n'existe pas. S'il existe, oui. L'État n'existe pas. S'il existe, c'est un État factice. Ce n'est pas un État réel. L'État réel a un socle. Ce socle-là, c'est l'administration. Quand l'administration ne travaille pas dans la cohérence, quand l'administration n'est pas efficiente, efficace, quand l'administration marche en claudiquant, c'est-à-dire c'est pas droit, etc., ça pose un problème. Quand marche avec des béquilles. Encore des béquilles, ça soutient. Il n'y a même pas de béquilles. On dit que ça en béquilles. Donc, l'idée de développement par la base, au niveau des territoires, est une très bonne idée. Mais cela suppose qu'on toilette aussi l'administration centrale, puisque ces départements, ou du moins ces territoires, dépendront de l'État, de l'administration de l'État. Si l'État lui-même est déficitaire au niveau de la gestion, au niveau de son administration, ça pose un problème. Il faut revenir en arrière, construire l'administration. Je ne sais pas pourquoi on continue à développer le nombre de ministères alors qu'il n'y a pas des objectifs de développement.
Je vous rappelle dans l'histoire de ce pays a été développé par un seul gouverneur général, secondé par 6 gouverneurs, puisqu'il y avait 6 provinces, et 10 directions générales, c'est-à-dire 10 ministères. Vous avez à l'époque coloniale. Oui, mais ils ont développé ce pays tel que nous l'avons connu, récupéré en 60. Mais nous sommes venus avec 30, 40, 50, voire même à un moment donné 60 ministres. Ça donnait quoi? Pour pouvoir arriver à consolider, à développer l'administration, il faut commencer par concentrer nos ministères, aller à l'essentiel, trouver des axes concrets de développement sur les 5 ans à venir ou les 10 ans à venir. Ceci peut nous amener à avoir en gros, en moyenne, une vingtaine de ministères, pas plus de 25 ministères. Quand je prends souvent l'exemple de l'éducation nationale, pour une éducation nationale, on n'a pas besoin d'avoir 3 ministres. Un seul ministre de l'éducation nationale auquel il faut rajouter le ministère de la jeunesse et du sport, puisque si on doit former un enfant, ou si on doit former les élites de demain, on doit les former à la fois intellectuellement et physiquement. Les sports, c'est aussi porteur, puisqu'il y a des enfants qui ne sont pas intéressés par la formation, par les études. Mais s'il y a du sport, s'il y a la culture, il y en a qui viendront pour la culture, pour le sport. En même temps, ça va leur créer d'autres motivations pour rester à l'école, pour pratiquer le sport et aussi la culture. Et ils vont faire un effort pour être bons aussi en calcul, en français, etc. Donc, il faut arriver à concentrer nos efforts au niveau de l'administration. Notre ami Takizal avait donné l'exemple de la Belgique qui est restée plusieurs mois sans gouvernement. C'est même plus. Même plus, sans gouvernement, mais le pays fonctionnait. Pourquoi? Puisqu'il y avait une base de solidarité. Mais la Belgique, ce n'est pas la RDC. Non, la RDC, c'est réalité. Ne parlez pas de réalité. L'administration est une administration partout au monde, qu'on soit à Washington, que ce soit à Pékin. L'administration, c'est l'administration. Le mot a un sens, l'administration. Nous, on ne sait pas administrer les choses. Merci. La preuve en est que les deux ont donné des éléments donc probants. Les éléments importants. Alors, Monsieur Jean-Patrick Moussenga, donc c'est difficile de développer la RDC à la base si l'administration n'est pas assise. Donc, il faut refaire les choses. Merci beaucoup. Je pense que c'est une thématique assez large, assez abondante, parce que le développement à la base ne tient pas seulement compte de l'administration, tient aussi compte de la politique à la base. Il y a plusieurs paramètres. Oui. Vous savez, bon, les autres disent que l'administration est le socle de tout développement dans un pays, mais nous disons que c'est la colonne vertébrale. Parce que tous les membres, pour qu'ils se tiennent, il faut que la colonne puisse exister. Lorsque la colonne vertébrale fait défaut, c'est tout l'organisme qui est par terre. Donc, l'administration, c'est bon, on peut dire une science ou une discipline scientifique qui demande assez d'intelligence. L'administration, on la révolutionne de temps en temps. Mais elle reste l'administration. On ne peut pas abandonner cette administration pour faire autre chose. L'administration qu'il y a eu il y a 60 ans, c'était cette administration qu'il fallait à cette époque. Mais nous ne devons pas rester dans cette même façon de faire. Il faut révolutionner. Il faut évoluer. Il faut aller au-delà. Mais comme le dit Gandhi, nous avons régressé. Au lieu d'avancer. On a vraiment régressé. Je me rappelle, lorsque j'écrivais mes mémorandums au chef de l'État, je lui ai demandé de retourner le pouvoir aux vrais propriétaires du pouvoir. Ce sont les chefs des rues et les chefs de localité. Parce que eux, ce sont les vrais dirigeants. Lorsque le pouvoir dans notre pays commence par le bourgmestre, on se pose des questions. Dans une commune comme celle de Kimmanseke,
est-ce que le bourgmestre connaît tout le monde? Ça devient difficile d'administrer. Je vous complète là. Ces derniers temps, on est en train de faire des études pour une commune de Kinshasa et on a du mal de comprendre il y a combien nombre d'habitations particuliers et le nombre d'habitations professionnelles. Justement, ça c'est une réalité qu'il faut relever dans notre façon d'administrer la RDC. Difficile même de recenser. Moi là, j'évoque un professeur, Ngokwei. Quand il était au Mozambique comme titulaire du PNUD, le président mozambicain lui a posé la question, tu rentres chez toi pour devenir quoi? Il dit, bon, je rentre dans mon pays pour devenir bourgmestre. Non. Administrateur de territoire ou chef de quartier. Il dit quoi? Il dit oui. Mais toi, tu es un professeur, un docteur en sociologie. Il dit oui. Il dit, ah, tiens, je trouve quand même les gens qui comprennent ce que j'ai toujours voulu. Ce qu'en fait, cette histoire de développement à la base n'a pas commencé avec la RDC. Il y a au Mozambique une idée qui a germé de commencer le développement à la base. Seulement au Mozambique, ils ont commencé dans les collectivités et les rues. Alors que nous commençons avec les territoires. Il y a un problème là-dessus. Les administrateurs de territoire que nous avons, est-ce qu'ils connaissent réellement le problème de leur territoire? Une bonne question. Et en plus, ce développement à la base n'intègre pas les entités urbaines. La commune de Ngaliema, qui a de milieux périurbains ou de périuraux ou encore de milieux urbano-rural. Ce projet ou ce programme ne va pas jusqu'à eux parce qu'eux, ils sont dans des villes. Ça veut dire, si nous voyons très bien, ce programme va devoir laisser nos communes, nos cités, avec leur manière de gérer, sans y intégrer la dimension du développement à la base. Et aussi, lorsque nous voyons très bien, la vision du chef de l'État est claire, mais cette vision va devoir s'appliquer avec qui? Merci pour cette question. Ça, c'est un problème. Merci pour cette question. Nous avons ici M. Gardi Diana, analyste politique, journaliste. Alors, M. Gardi Diana, programme de 145 territoires, le développement à la base, oui, nous tous, on veut que les choses changent. Pensez-vous que c'était précipité? On n'a pas pris le temps d'étudier le tout pour que ce soit un programme qui rencontre réellement le vrai problème pour le développement de la RDC? Je ne pense pas, parce que dans ces pays, depuis près de 6 à 8 ans maintenant, il existe un PNSD établi où l'État congolais a envoyé des intelligences ça et là pour aller étudier, apprendre de ce qu'ils ont vécu ailleurs et ramener les modèles, l'adapter au contexte congolais. C'est pas question d'études, les études existent. Le programme, le PNSD existe. D'ailleurs, au moment où je vous parle, le ministère du Plan et les autres partenaires sont en train de voir comment actualiser pour pouvoir l'adapter aux vrais besoins du Congolais. Là n'est pas le problème. Je ne vais pas revenir sur les interventions. Je crois qu'on a évoqué ici les vrais problèmes du Congo. Mais je vais vous donner le prisme qui sert justement de pilote à ces projets. C'est quoi? Tout ce qu'on a évoqué, ce sont des problèmes. Ce sont en fait des conséquences de l'absence. Par exemple, quand on parle de l'administration, de l'époque, quand vous tenez compte de l'évolution démographique, vous verrez qu'aujourd'hui, ce qui est devenu le Congo, avec cette administration-là, on ne saurait pas contenir. Déjà qu'on s'est plaint justement de cette démographie qui devient très exponentielle, qui jusqu'au point où même le pouvoir central n'arriverait pas à répondre directement aux vrais besoins. D'où le besoin d'aller vers la décentralisation, rapprocher la notion de la gestion vers la base. Et c'est à ce niveau-là que quand on fait ces pas-là, je suis aussi d'accord qu'au niveau du pouvoir central, au niveau du gouvernement central, il faut réduire sensiblement le train de vie. Parce que
par principe de délégation, je crois que le gros du travail doit se faire maintenant au niveau des entités, au niveau de villes, au niveau de provinces. Mais maintenant, la logique ici, c'est que quand vous regardez le contexte économique congolais, il y a deux problèmes. Tout est presque à refaire. Tout? Je dis bien tout. Mais s'il faut commencer par où? Je préfère utiliser l'expression l'axe prioritaire. Commencer par les macros. C'est quoi le macro? Les macros, il faut commencer par dire que les plus grands problèmes du Congo, notamment en termes de consommation de la population, peuvent se résoudre que par nous-mêmes et en moins de temps. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut commencer par recréer le marché périurbain. Il faut commencer par recréer justement cette connectivité, les zones, les pôles de développement entre les différentes provinces. Je répète cette phrase, le Congo n'a pas de province pauvre. Le Congo a des provinces qui se complètent. Si de l'autre côté vous trouvez les mines, de l'autre côté vous trouvez des sols arables, de l'autre côté, je rappelle encore une fois de plus, le Katanga est devenu Katanga avec un financement venu de l'Équateur. Oui, de l'agriculture. De l'agriculture. C'est vrai ça? Oui, de l'agriculture. C'est l'agriculture de l'Équateur qui a servi de base pour que la GECAMI naisse et les autres géants. Entre autres. Les caoutchoucs. Moi aujourd'hui, l'Équateur est oublié apparemment. Oui, justement. C'est un vrai village. Je veux maintenant revenir. C'est justement à ces niveaux-là. Le mode de gestion et la gestion anticipée. Le Congo a eu une seule maladie, c'est que on est dans les politiques curatives au lieu de la politique préventive. Donc, la politique événementielle. C'est notre plus grande maladie. Ce qui fait qu'on est rattrapé par les faits et par les événements. On se retrouve débordé, on ne sait pas en quoi y répondre. La nécessité de ces projets, à mon niveau, j'ai parlé de la dimension macro, c'est qu'il faut commencer par établir des routes. Quand mon collaborateur à côté a parlé des villages, j'ai eu la chance de voir ces projets-là. Le projet va sur les infrastructures de base, écoles, hôpitaux et autres, on a tenu compte justement de tout ça. Les villages et autres, même si je me pose la même question comme vous sur la qualité des hommes qui vont diriger ces projets-là. Là, on est tous d'accord. Les animateurs. Donc, je crois qu'à ces niveaux-là, c'est bon. Mais les grands, c'est que rester à ces niveaux-là. Dès lors que le Congo peut recréer les marchés périurbains, dès lors que le Congo reprendra la place d'un État producteur, quand je dis producteur, pas dans le sens où l'État lui-même devient un État commerçant, dans le vrai sens du mot, non. Mais dès lors que l'État comprendra que la logique, c'est favoriser le secteur privé. Pourquoi les secteurs privés? Ces secteurs privés, c'est comme on a dit ici, l'État dans la masse salariale, dans la gestion de l'emploi, peut aller jusqu'à 30 parce que on comprend, au-delà d'être arbitre, l'État a aussi un grand rôle à jouer. Dans son côté philanthrope, il a aussi besoin d'intervenir dans certains domaines de souveraineté pour pouvoir résoudre le problème au plus vite possible. Et c'est pourquoi, même dans les États développés, il y a ce qu'on appelle, les autres appellent ça caisse de secours. Ici, je ne sais même pas comment on l'appelle. Donc, en gros, quand vous allez dans le secteur privé, vous verrez que constitué formellement, c'est même pas 30%. Le Congo a un grand nombre des agents économiques qui vivent dans l'informel. Quel est le moyen de pouvoir? Ce qui fait que cet informel-là aujourd'hui, l'administration publique est devenue une caisse de sécurité pour les gens. Nous allons vers l'administration publique parce que je sais que dès lors que j'ai mon numéro matricule, c'est une sécurité. Je sais que les 500 000 que je prendrai à l'administration me serviraient de base. Je ne manquerai pas de quoi payer la maison et de quoi mettre dans la bouche. On n'y va pas pour produire, mais on y va pour consommer. C'est un principe contraire dans la notion de l'emploi. Exact. La consommation est tributaire de la production, dans la logique du travail. Et c'est là où tout est gâché. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, cette administration-là commence à dépasser le seuil voulu. 30, 40, voire même à 50 aujourd'hui. Quand vous allez dans chaque quartier, dans chaque famille, ça dit tout le monde veut être dans l'administration. Pourquoi? Parce qu'on veut jouer au coup de la sécurité. Parce que le secteur privé est presque abandonné. Donc, en gros, ces projets-là serviraient de base au niveau macro. Quoi? Permettre à ce que les producteurs locaux, même ceux qui sont dans l'informel, question de les capter et leur donner des perspectives de production. Je donne un exemple. Non, avant d'orienter. On a pris le soin d'aller créer le guichet unique, mais on n'a pas tenu compte du contexte du marché. Pour que cet élément-là, cette facilitation, atteigne les vrais producteurs congolais, il fallait que même dans les élans de production, que les choses soient faites de manière cohérente. Quand la pression fiscale reste la même, quand la tracasserie reste la même, même si vous facilitez, vous mettez guichet unique où je peux avoir mes documents et très formels dans peu de temps, c'est pas ça le grand problème. Le problème, c'est que dès que je m'inscris formellement, j'ai plus produit parce que je vais crouler sous la taxation, la tracasserie et autres. C'est-à-dire qu'on n'a pas pris le soin de comprendre les vrais besoins en interne. Du coup, commençons par faire en sorte que les producteurs privés, parce que le Congo, j'ai toujours dit, le Congo
l'administration là, on y va juste pour des autres. Le jour où le Congo retrouve sa forme normale, les gens n'auront pas besoin d'aller dans l'administration. Quand vous parlez les jours, oui, mais le Congo a besoin du concret. Donc vous êtes trop un peu dans les jours à venir, il faut les faire maintenant. 4 ans déjà, le régime est là, il faut toujours attendre. Je ne sais pas. Tu sais la différence? Je suis de la religion de gens qui ne résolvent pas des problèmes structurels avec des réflexions conjoncturelles. Ça, c'est pas mon école. N'attends pas que moi je te vienne ici, je dis les régimes Félix Tshisekedi, parce que déjà que je sais évaluer ce qu'un gouvernement peut faire en 5 ans et qu'est-ce que ça peut apporter comme résultat dans des problèmes endémiques, structurels qui existent dans notre peau en tant qu'État. Qui n'est pas une question individuelle. Ne m'amène pas sur ces terrains-là. On parle Congo. Parlons d'abord de la République. Donc en gros, la première des choses, faire en sorte que le Congo suffise de lui-même. Comment? Reconnecter les provinces, faciliter la vente et la production de chaque entité. Dès lors que le pomme de terre qui pourrit à Goma peut atteindre à Kinshasa où on nous fait acheter des frites venant de la Zambie à des prix exorbitants, on résout un problème. Non seulement dans la consommation, mais aussi on résout un problème d'autosuffisance, mais aussi on résout un problème interne dans les circuits économiques de l'État. C'est dans ces contextes-là que vous verrez la plupart des partenaires, comme M. Texala, comme M. à côté, M. Gandhi, peuvent se permettre, dans ces marchés-là récréés, cette fois-là, avoir les flux des contrats et les gérer convenablement. Tant que ce n'est pas le cas, c'est une difficulté. Merci. Donc, je chute. Ces projets-là, la première phase est intéressante. C'est construire, reconnecter les provinces pour faciliter l'acheminement et les flux commerciaux, la productivité locale, mais après aussi permettre qu'il y ait des infrastructures de base dans les différents coins qui sont aussi des éléments, j'ai envie de dire, basiques dans une société moderne. L'accès aux soins de santé et les écoles. Mais maintenant, comme moi j'ai toujours dit, le Congo atteint une misère intellectuelle, je m'interroge sur la qualité des hommes. Merci. Vous êtes revenu toujours sur la qualité des hommes, les animateurs, les gens qui sont censés piloter ces grands projets. Monsieur Philémon, donnez-moi quelques photos des camions. Enfin, nous avons des camions. Je vais lire un commentaire ici. C'est du concret. Nous sommes sur la route de la commune de Mongafula, donc sur la route bypass dans la commune de Mongafula. Voici plus de 300 camions déjà à Kinshasa qui sera dispatché dans plusieurs provinces de la RDC pour appuyer l'exécution du projet de 145 territoires. Alors, ici derrière moi, vous allez voir, vous êtes en train de voir autant de camions déjà qui va faciliter peut-être les boulots, espérant que ceci va répondre aux besoins voulus pour le développement de 145 territoires. Moi, j'ai dit déjà, félicitations, le régime est en train de faire quelque chose. Le président de la République avait promis, nous avons du concret, on est en train de voir des camions. Mais une question ouverte à vous, monsieur Mathieu Texala, parce que vous êtes DG de l'entreprise spéciale autogarage. C'est votre secteur. Pensez-vous que ceci, c'est aussi un appui pour appuyer ou soutenir ces projets de 145. C'est dans mon domaine. Si j'ai écouté religieusement, mon compatriote est à côté. Vous savez, ce sont des engins qui sont produits ailleurs. Logiquement, avant d'aller acheter, nous ne devons pas faire ce type de développement où tout ce que nous avons, nous donnons aux autres. Parce que là, je vois, ça peut être un Mercedes ou c'est un Iveco. Non, c'est du chinois. Je ne sais pas, on va voir. Même c'est dit chinois. Alors, logiquement, aujourd'hui, quand vous regardez la photographie actuelle de la République démocratique du Congo, les ateliers, même le logisticien national n'est plus actif. Vous comprenez? Et quand on va mettre ça dans tout le coin, ne refaisons pas les erreurs. C'est 300, on va dispatcher ça dans plusieurs provinces. Ne refaisons pas les erreurs de Transco, d'esprit de vie, ainsi de suite. Il faut qu'avant d'amener ça, nous puissions être rassurés qu'il y a un maintenancier ou des maintenanciers congolais qui ont déjà appris l'intelligence qui est à l'intérieur ici. Là. Et que ces fameuses pièces de rechange, comment ça va commencer? Parce qu'aujourd'hui, dans le territoire, c'est mon domaine, il y a un énorme déficit dans
ce qu'on appelle le service après-vente. Le rôle des concessionnaires n'existe plus. Oui, on a sorti de l'argent, ce sont des engins qui vont nous permettre à créer, mais ces engins, il faut les entretenir, il faut les réparer. Combien il fallait y penser, il fallait déjà voir... Combien de techniciens du côté congolais on a envoyé, parce qu'avant d'acheter ça, il fallait des structures telles que ceux que je dirige, partent sur le terrain, comprennent un peu ces machines-là. Parce que nous avons un État responsable, peut-être ils ont déjà... On complète, non, on veut sortir de ce qui se passe aujourd'hui. Vous comprenez, ça, il faut qu'on complète. Il ne faut pas que cet engin, quand il arrive du côté de Gungu là-bas, il tombe en panne, et après on est incapable de le réparer. Vous comprenez? Ou il tombe du côté de Mangaï, ou du côté de Fèche, ou ainsi de suite. Donc là, il faut comprendre. Donc ce sont des dernières générations de véhicules qui ont plus d'intelligence de l'avion aujourd'hui. Donc logiquement, il faut vraiment aujourd'hui, celui qui nous vend ça, puisse avoir les gens qui travaillent pour la maintenance en République démocratique du Congo. Et même ceux qui vont conduire ça, il faut qu'ils soient formés. Il ne suffit pas d'être chauffeur, mais ces véhicules d'aujourd'hui, il y a un ordinateur de bord. Vous comprenez? Donc, c'est ça le vrai problème. Je crois que nous, on a l'envie de faire des choses mieux, mais à un moment, on ne complète pas les éléments complémentaires. Peut-être on ne vous considère pas parce que vous n'avez pas la peau blanche, peut-être. Non, il faut vraiment... C'est pour ça que nous disons... Mais c'est ce que... Nous disons... Non, il y a... On va dire ça. Moi, j'ai croisé une autorité qui m'a dit, non, Delphin, on voit les Congolais, les entreprises congolaises, ils ne sont pas... Dans ces marchés-là, il y a ils ne sont pas un peu sérieux. Quand vous leur donnez un marché, ils sont dans des boîtes. Mais quand vous donnez à un blanc, un étranger, il a peur, il fait bien ce que vous lui donnez. Quand une population se popularise, il y a ce qu'on appelle les grands travaux. Le plan de relance, plan de relance. Elle doit toucher aussi dans des acteurs professionnels congolais. Si elle ne touche pas dans les acteurs professionnels congolais qu'on appelle les entreprises de PME, à quoi sert? C'est l'éléphant blanc. Ben oui, mais si les acteurs locaux ne sont pas moulés dans cet écosystème, mais vous allez gagner quoi? Alors, M. Gondika Sinde, une réaction rapide. Le projet est bien pensé ou il fallait associer les intelligences pour que cela soit bien fignolé et que ça réponde aux besoins voulus du développement à la base? Moi, je pense que oui, pour bien ficeler tout projet, il y a besoin au préalable d'entendre des différents spécialistes, des différents points de vue pour arriver réellement à avoir un projet bien réfléchi, bien posé. Je pense que M. Takezala et M. Gardi Diana ont posé le problème. Il a posé le problème, M. Takezala, de la maintenance. On a eu le problème avec... Transco, Transkil? Avant même les Transco. Combien de fois les différents chefs d'État ou premiers ministres n'ont pas acheté des tracteurs pour développer l'agriculture? Nous en sommes avec ces tracteurs où quand ils tombent en panne, où les gens à qui on donne ces tracteurs préfèrent plutôt enlever le moteur, mettre dans un bateau pour gagner plus rapidement. Les problèmes que nos deux interlocuteurs ont posés, c'est un problème sérieux. Que nos dirigeants prennent, puisqu'on n'a pas encore une administration solide. S'il y avait une administration solide, ils auraient fait... J'ai l'impression que vous crachez sur notre administration. Ben oui, c'est ça qui crée la lenteur du développement de ce pays. Si le Congo est debout aujourd'hui, le Congo est en train de fonctionner parce que cette administration... Un autre problème très simple qu'on vit au quotidien déjà à Kinshasa. Mais ces camions vont passer dans les embouteillages. Pourquoi? Puisqu'il y a des nids de poules partout, il y a des trous partout. Ces trous-là peuvent être résorbés en moins d'une semaine dans certains coins. C'est-à-dire, si on fait travailler ces compagnies nuit et jour, il y aurait moins de trous. Comment est-ce qu'on peut rester dans une route? On démarre la réflexion de la route pendant plusieurs mois et on arrive au milieu, on arrête, on va sur notre chantier, il reste encore des trous pour revenir. Ça pose un problème. Mais il y avait un projet déjà à Kinshasa. Ici à Kinshasa. Il y a encore plein de trous. Vous avez pris la route aujourd'hui, ne serait-ce qu'en Binza, ma campagne ou tout ça. Il y a encore des trous. Certes, il y a des travaux qui sont mis en place, etc. Mais ils finissent jamais un projet. Et puis quand ils finissent normalement ces projets, je me demande qui sont les juristes qui accompagnent l'État pour pouvoir signer des contrats avec ces sociétés. Ils finissent de construire une route aujourd'hui. Au bout de 6 mois, 8 mois ou 1 an, il y a des trous. Et personne n'intervient. En principe, on devrait avoir des garanties. Comme il y a des garanties au niveau de construction des maisons, sur 1 an,
voire même un plan décennal. C'est-à-dire où s'il y a des défauts, l'entreprise doit revenir à ses frais et corriger les erreurs. Donc ça pose un problème de l'administration de l'État. Vous ne voulez pas qu'on parle de l'administration, mais tout passe par l'administration. On ne sait rien administrer. Je veux que vous puissiez en parler, mais quand même, il ne faut pas dire que tout est mauvais. Quand on administre mal, il n'y a pas de suivi. Moi, je travaille dans des entreprises où des fois, quand on a des constructions, des immeubles, etc., on va suivre. J'ai fait partie des commissions de suivi, etc. On va regarder point par point. Là où il y a des problèmes, on les signale, on corrige. Ce qu'on n'a pas pu déceler avant, pendant un an, on a le temps de déceler. Ou au bout de 5 ans, on a le temps de déceler. Ici, il y a un problème. Les idées sont bonnes. Le gouvernement a pris une bonne décision. Le président a pris une bonne décision pour ce développement à partir de la base. On ne peut pas cracher dessus. Mais il y a quand même des écueils qu'il faut corriger. Pas seulement par rapport à ce projet, même par rapport à d'autres projets de l'État. Ça pose un problème. Merci. Alors, monsieur Mike Gardi et Diana, les soucis ici est que nous puissions aller de l'avant, que nous soyons peut-être égal à d'autres pays, Tunisie, Maroc et autres, la RDC. Les chefs de l'État avaient promis, peut-être ce serait l'Allemagne de l'Afrique. C'est les débuts de toute chose, avoir ces véhicules qui seront dispatchés dans plusieurs provinces. Qu'est-ce qu'il faudrait faire nécessairement pour que ces véhicules aient réellement un bon rôle à jouer pour le développement à la base? Je ne reviens pas sur le détail technique, les autres en ont déjà parlé. Je veux juste rappeler que quand je rigole, c'est consécutivement à la discussion qu'on a eue avant l'émission, ce n'est pas à cause du projet 300 véhicules. Cependant, j'ai un problème, c'est que on dit 300 véhicules qui doivent être distribués dans les différentes provinces. Dans plusieurs. Il y a des provinces qui ont des corridors où ces véhicules pouvaient arriver simplement et facilement avec moins de prix. Je ne pense pas que des véhicules qui devraient aller servir au Congo central, il faille les emmener à Kinshasa pour les acheminer après. Je ne pense pas que le véhicule qui devrait aller, par exemple, connaissant la difficulté de l'Équateur, vous faites comment et ça vous coûte énormément pour pouvoir les acheminer là-bas. Il y avait de possibilités par d'autres corridors le faire arriver calmement sans passer. C'est là où je dis c'est un problème de coordination. Bon, peut-être il fallait les présenter et puis qu'il y ait une cérémonie et puis par après. Hein, je vais vous rappeler un les politiciens aiment la visibilité. Ça c'est mal. Vous savez, la meilleure présentation ou le meilleur marketing, c'est les résultats. Il faudra que les politiques intègrent ces dimensions-là. Aujourd'hui, on venait beaucoup dans le cosmétique. Je comprends aussi, par exemple, chez nous, on dit que ça aussi, ce sont des effets du marketing politique qui a mené beaucoup trop de publicité dans ça. Je n'entre pas dans là, c'est une autre chose. Mais je crois qu'à ces niveaux ici, si vous suivez la logique, le chef de l'État, le Congolais ont besoin de résultats. Pas de politique des éléments cosmétiques. On en a beaucoup eu. Donc je crois que ce sont les deux problèmes que j'ai relevés dans la coordination. Mais quant au reste, je crois que c'est un bon signal pour pouvoir nous prouver que finalement il faut faire ce travail-là. Mais encore une fois, c'est un élément qui nous indique ici sur la qualité du management qu'il y a dans ce projet. Il faudra qu'ils arrêtent. Maintenant, sur d'autres questions, par exemple sur l'expertise et autres, ce sont des projets qu'on a donnés à différentes firmes. Je crois que la BSECO est partie prenante dans la gestion de ces projets-là. BSECO, c'est l'agence de l'État qui, généralement, par quoi passe la plupart des grands marchés. Je suppose, par présomption, qu'ils ont trouvé des entreprises par appel d'offres qui ont répondu et qui sauront faire le travail de manière un peu plus... Les entreprises sérieuses. C'est une prétention en fait. C'est une prétention. C'est pas juger de la sériosité des entreprises parce que jusqu'à aujourd'hui. Parce que nous avons Transkill, nous avons Transco et autres là, nous voyons des spectacles ici désolants. Ici on est sur le marché des travaux publics. Ça n'a rien à voir avec le transport en commun ou autre là où tu vas dans Transco. Ça c'est les travaux publics. À ces niveaux-là, c'est une autre chose. Donc à ces niveaux-là, je crois que on ne peut que saluer ces efforts-là. Mais maintenant, le problème, c'est qu'il faudra que la coordination nous aide. Parce que quand vous faites ça, vous faites perdre un peu d'argent à l'État. On pouvait gagner un peu plus en coordonnant les choses convenablement et acheminer le matériel directement quand on connaît le problème d'enclavement qu'on a et les difficultés en termes d'encheminement de matériel. La CENI en souffre, vous ne voulez pas en ajouter encore pour la coordination pour le projet de développement la CENI c'est d'ailleurs des machines portables, mais ça sont des engins Est-ce que toutes les provinces ont la même réalité? Non.
Parce que nous voulons le développement des 145 territoires. Non. Est-ce qu'il ne fallait pas adapter chaque province à ses réalités? Nous rejoignez finalement. C'est ce que je vous ai dit. En fait, donnez pas aussi l'impression que ces projets marchent à tâtons, en fait. Ces projets se reposent sur des études. Je peux vous citer, si vous voulez, des individus qui, depuis 2 années, que l'État congolais a envoyé. J'ai déjà cité, il y en a plein. Dont le dernier que je peux vous citer ici, il y a M. Alexandre Choué, qui est chef des travaux au département de l'économie de l'UPC, qui est allé en Chine avec l'argent de l'État pour apprendre du modèle chinois et les retranscrire, et ils ont composé ces PNST. Donc, c'est-à-dire, il y a des indicateurs, il y a des éléments sur quoi on peut se reposer pour résoudre le problème interne du Congo. C'est pas ce qui manque. Le problème n'est pas... Tu sais, bon, en fait, je vais te le dire de manière simple, parce que quand on dit le problème d'homme semble ne pas marcher sur le même diapason, c'est quoi le problème d'homme? Le problème d'homme, c'est que c'est... On peut avoir des bonnes études, on peut avoir des bonnes idées, mais le problème c'est qu'on n'a pas cette capacité de pouvoir soit anticiper, soit avoir l'habitude d'écouter ceux qui peuvent apporter un plus dans ce qu'on a. La grande difficulté, c'est que la plupart des agences venues d'ailleurs qui gèrent les projets, c'est qu'ils ne connaissent pas la réalité du terrain. Ils viennent avec de l'expertise, mais de l'expertise sans adaptabilité sur le contexte. Vous faites un travail bâclé. Je ne peux pas demander... Delphin est un excellent journaliste, mais le jour où je prends Delphin, je mets dans une rédaction antillaise, je ne suis pas sûr que tu produiras ne serait-ce qu'un seul papier un jour. Tu as un problème de linguistique, un problème de contexte sociologique. C'est ça en fait la grande réalité. Quand on parle de problème d'homme. Et à ces niveaux-là maintenant, c'est qu'il faudra que on change un peu ces dimensions-là. Mais un problème de coordination, c'est lui qui est censé soutenir ces projets, devait avoir tout ça comme de préalable. C'est ce que j'ai dit. J'ai pris même le soin d'en parler directement. Malheureusement, il a démissionné du gouvernement à l'un des coordonnateurs du projet, le ministre Christian Mwando, pendant la conférence des gouverneurs, où on s'est rendu compte finalement que même dans ces projets-là, le financement du côté gouvernement congolais pose encore problème. Le financement? Oui. Comment ça? Si. Moi, j'ai appris qu'on avait déjà déboursé tout l'argent. Il y a même l'UGF qui est là à l'intérieur. Laissez-moi juste vous expliquer. On a même fait la répartition déjà. Vous expliquer. Jusqu'à la conférence des gouverneurs, les 12 millions qui ont été déversés, c'était pour les études de faisabilité. Donc, de manière concrète, l'argent intervient maintenant à compte-gouttes. Peut-être, je ne sais pas vous le dire, parce qu'on me le dit. Mais jusque-là, il n'y a pas. Jusqu'à la conférence de gouverneurs, le 12 millions qui devrait sortir de la contrepartie de l'État était pour les études de faisabilité. Les 500 millions donnés par les partenaires, c'était leur quota sur le projet de 1 million 500. C'est-à-dire que l'autre 1 million devrait provenir... Qu'est-ce que je dis? 1 milliard. 1 milliard devrait provenir de l'État congolais. Donc dans ça, c'est un financement échelonné. Jusque-là, il n'y a pas trop de précision sur ça. Mais ça, c'est une preuve que le chose... Il y a la volonté d'avancer. Je sais aussi que la méthode qu'on a choisie ici, ce type de gestion basée sur les résultats, avec les paiements échelonnés, je crois, peut-être naïvement, au gouvernement qu'il tiendra sa parole pour aller jusqu'au bout. Vous croyez, les autres ont cru avant vous, ils sont déçus aujourd'hui. Alors, M. Jean-Patrick... Ça ne m'empêcherait pas de croire en tout. Merci, M. Jean-Patrick Moussenga. Merci, M. Jean-Patrick Moussenga. Les soucis, ici, il ne faut pas vendre de la poudre aux yeux aux Congolais. Les Congolais ont cru à ces projets, tout le monde veut le développement. Et en écoutant M. Gandhi qui dit, Monsieur Mike Gardidiana qui dit tout l'argent n'est pas disponible, est-ce que vous ne pensez pas que ça serait de la même musique, hein, comme d'autres projets, on nous lance des projets comme ça, et par après, ça ne réussit pas, ça reste dans des promesses. Une orientation dangereuse, ce que vous faites. Je vais te poser la question. Merci beaucoup. Je voudrais quand même dire un mot sur ces enjeux avant de revenir sur votre question. Ces enjeux sont du lourd. C'est du solide. C'est vrai ça? Oui. Vous n'avez pas touché, vous n'étiez pas là. Takiza là aussi qui est un spécialiste, il n'a pas touché, il n'a pas vu, mais vous confirmez. Allez sur le moteur de recherche. Demandez cette marque. Il y a tous les détails. C'est quelle marque déjà? C'est C'est chinois, mais c'est du lourd. Ces engins, je voudrais d'ailleurs évoquer ici que ce n'est pas le premier lot. Le premier lot, c'était des tracteurs et les bulldozers et autres qui sont venus en avant-plan. Et ça, c'est le deuxième lot. C'est pour dire ce que les autres amis ont dit autrement, qu'il y a une volonté affichée à évoluer,
et à matérialiser le plus possible la vision du chef. Le problème pourra se poser. Les Chinois, lorsqu'ils ont voulu acheter 12 Airbus en France, ils ont demandé le montage en Chine. C'est vrai que les avions, on les monte sur place. Ils ont demandé que l'on associe les Chinois à la technologie. C'était un marché important. La France a hésité un moment, mais fin de fin, elle a cédé. 300 camions. C'est beaucoup. Et lorsqu'on en achète, du coup, c'est beaucoup. Pourquoi est-ce que l'on n'a pas demandé que l'on puisse monter ça sur place? Parce que nous avons parlé, les amis ont parlé de l'acheminement. Les engins qui doivent aller à Katanda, par exemple, c'est au centre du pays. S'ils passent par Kasumbalesa, c'est loin. S'ils passent par Mwanda ou par Matadi, c'est encore loin. Encore plus s'ils passent par Beni et autres. Si ces engins pouvaient venir en pièces de montée et qu'on pouvait les monter sur place, ça créerait de l'emploi. De l'emploi, on pouvait créer quelques millionnaires congolais aussi. Ça pouvait encore. En dollars ou bien en francs congolais. Ah oui. Même transmettre les francs congolais, on en a plein. Avec le pari foot. Ça pouvait transmettre la technologie. Sur place, on aurait la main d'œuvre ou les manœuvres qui peuvent voir. Taxala n'allait plus se plaindre quand même. Justement. L'action est bonne, mais c'est la procédure qui pose problème. Si on pouvait les transporter en pièces démontées, ça ne prendrait pas assez d'espace. Le coût va être... Et le coût allait être réduit. Le coût. Et on pouvait les acheminer dans chaque entité. Facilement. Parce qu'il s'agit de 145 territoires. Peut-être le gouvernement voulait offrir à la population ces spectacles en blanc que nous voyons ici. Écoutez, peut-être, certainement. Écoutez, Monsieur Diana venait de dire que par le temps qui court, on n'a pas besoin de ces spectacles. Ce qui est vrai. On a besoin de résultats. Qu'est-ce que l'on nous propose? Qu'on ne nous propose pas ça, qu'on nous propose le travail que ces engins ont fait. La réalisation. On fait. Ok. Ce n'est pas que nous consommons ça. Et puis, parlons de route. Ok. Regardez la route par laquelle ces engins passent. Déjà, si vous regardez, ici, il y a... Déjà, ça, c'est à Kinshasa. Il y a des choses ici. Hein. Vous voyez? On a curé les caniveaux, mais on a laissé des choses. Si déjà en pleine capitale, il y a ça. Et là, à Katanda, où j'ai besoin de cet engin, ça sera comment? Vous aimez bien Katanda? Vous savez candidat là-bas? J'ai une concession à Katanda. Ok, merci. D'ailleurs, pour cette histoire de 145 territoires, les développements, il y a les tracteurs qui sont commis à ce projet dans chaque territoire pour développer l'agriculture. Je suis allé solliciter un tracteur. Ça devient un bien privé du gouverneur. Il ne les donne pas à celui qui en a besoin. Bon, peut-être vous n'avez pas rempli les critères. C'est déjà un problème. Peut-être qu'il fallait remplir les critères. Non, remplir les critères, c'est quoi? J'ai la terre. Ok. J'ai des gens. Et alors? Merci, monsieur. Les critères sont encore... Merci, monsieur Jean-Patrick Moussenga. Vous avez consommé suffisamment des minutes. Mais je peux répondre à votre question. Il faut que Taguizala parle parce que c'est lui. Je voulais, bon. Qui, je pense que Jean-Patrick a dit ce qu'il est nécessaire. Le plan de relance ou le programme à grands travaux comme ça, ça doit renaître l'actif
du côté congolais, les agents économiques. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des véhicules que nous emmenons ici, quand ils arrivent sur le territoire, il y a un vrai problème de maintenance et de pièces de rechange. Il fallait que dans ces programmes, qu'on puisse tenir compte de ça. Parce que nous qui sommes sur le terrain... Vous l'avez déjà dit. Nous qui sommes sur le terrain... Oui, attendez, nous qui sommes sur le terrain comme acteurs dans ce secteur, nous devons être associés. Vous comprenez? En créant des ateliers de montage dans chaque coin de la République. Ça pouvait coûter moins cher, mais ça devait créer un dynamisme économique du côté congolais. Est-ce que d'abord nous avons des garages dans plusieurs provinces aujourd'hui, des garages professionnels, ou s'il y a... S'il y en a pas, on en crée. S'il y a des pannes, s'il y en a pas, il faut en créer. Mais plutôt dans les avenues, oui, mais des garages professionnels. Vous avez une société telle que c'est que moi je préside, qui est actuellement à Kinshasa. Mais si vous prenez ce modèle-là et vous dupliquez dans les 26 provinces, vous avez des garages. Parce qu'ils ont déjà une approche technique. C'est une société qui fonctionne. Il fallait l'associer pour qu'on ne fasse pas les erreurs. Parce qu'aujourd'hui, même au niveau, nous avons besoin de logistique pour les forces de défense. Vous savez que les forces de défense aussi, aujourd'hui, cette logistique, on ne peut plus continuer dans cette à acheter tout déjà fait. Il faut que sur le terrain, la technicité locale puisse être associée. Parce que lorsque ça va tomber en panne, on ne va pas le mettre dans la tête et le mettre encore dans le bateau, ça retourne en Chine. Ah non. Ah oui, hein. Il faut que les boîtes congolaises qui sont dans la maintenance soient associées. Et mettre en valeur l'intelligence. Et c'est comme ça que vous allez voir qu'on va gagner. Si vous allez par exemple au Ghana, au Sénégal, au niveau de la République camerounaise ici, tous ces États-là, ils montent sur place. Mais ils associent qui? Ils associent les boîtes comme les SAG, comme ça, celui qui vend va travailler à l'intérieur de l'autre. Peut-être que c'est le problème de gens qui partent là-bas pour aller négocier. Il faut avoir des négociateurs pour convaincre ces gens-là d'amener la production. C'est pour cela que Gandhi, Diane disait tout à l'heure, qu'il ne faut pas regarder uniquement ce qu'on appelle le greffe administratif. On appelle guichet unique. Il faut avoir le chambre consulaire économique, qu'on appelle chambre de commerce, chambre d'industrie, ainsi de suite. Ça doit tenir compte que lorsque dans ce secteur-là, la plupart des territoires, il n'y a pas d'entreprise. Mais est-ce qu'un territoire peut se développer sans entreprise? Donc il faut que dans ce plan, qu'on essaye de mettre les entreprises dans ces territoires-là. Stimuler la création. Ok. Si vous ne mettez pas les entreprises... S'il vous plaît, lorsque vous parlez de négocier, qui est allé négocier? Mais le gouvernement a délégué. Écoutez, ça, le résultat est là, c'est le problème. L'État. L'État qui devait se doter d'une cellule de négociateurs. On en a parlé une fois dans cette émission. C'est nous. Oui. Les bons négociateurs. Justement, les négociateurs formés. Okay. Parce que si c'était un négociateur formé, il va tenir compte de tout ça. Il sait que toutes ces choses-là pouvaient intégrer la négociation pour l'achat de ces gens. Mais lorsque l'on prend des affairistes, des gens qui sont là pour gagner les commissions et on les envoie négocier. La rétrocommission. Mais ce n'est pas possible. Voilà, merci. Et monsieur Gardidiana, est-ce qu'il faut toujours rester dans le pleur, dans les critiques, ou soit il faut évoluer, il faut agir? Je n'ai pas entendu quelqu'un pleurer ici. Non, dans ce que vous êtes en train de dire, c'est comme si il fallait. Maintenant, comment changer ces paradigmes? Dans ce qu'on a dit, on a dit le comment. Okay. On a répondu à votre question. En fait, je reviens sur ces... Est-ce qu'on vous écoute d'abord? Sur ces questions-là. Mais nous sommes ici pour qu'on nous écoute. Par exemple, sur ces projets... Si nous venons dans vos médias, c'est pour que les gens nous... Sur ces projets, par exemple, c'est comme j'ai dit, il y a de structures, j'ai envie d'appeler des agences gestionnaires de projets. Comment ils ont su recruter les entreprises qui travaillent? C'est par appel d'offres, ça c'est connu. Ils ont postulé selon les critériums et les desiderata posés, ils ont recruté. C'est là où j'ai dit que par prétention, on estime qu'ils ont eu le temps de le faire. Mais ce qu'on dit ici, c'est par précaution dans le sens où il y a une dimension. Quand il s'agit d'un projet de l'État, il faudra qu'il y ait une valeur ajoutée. L'État ne réfléchit pas de manière unidirectionnelle. C'est là où on dit, rien que par ces projets, on peut à la fois répondre à un besoin en travaux publics, mais aussi résoudre un problème d'ordre économique en stimulant les entreprises privées, en leur permettant, parce qu'il existe chez nous d'ailleurs, il y a eu une nouvelle loi et une autorité de la sous-traitance. Mais à ce niveau-là, quel est le travail de cette entité si généralement cette politique de sous-traitance n'est pas mise en exergue, n'est pas justement mise à partie dans
les contrats, je dis bien, de l'État seulement. Si au niveau de l'État, il n'y a pas, n'attendez pas qu'il y ait une certaine considération du secteur de la sous-traitance locale de la part des autres firmes. Oui. Il faudra que l'État commence par prêcher par l'exemple, fasse une forme de, j'ai envie de dire, de la discrimination positive. Rétablir, j'ai envie de dire, rétablir dans un quota, dans un tel marché, il faut que la main-d'œuvre locale, départ le contrat de une imposition de l'État. Atteigne un seuil. Exactement. Il faut qu'on arrive à un État dictateur. Non, c'est pas ça. On serait arrivé à ces niveaux-là, ça permettra de nourrir et de faire grandir les ambitions. Et c'est là où je te dis qu'on pourra stimuler les secteurs privés locaux. On en a besoin. Ce pays, sans l'implication de cette partie-là, avec cet état où, quand vous regardez démographiquement dans les jours à venir, or, cette démographie est à la fois un handicap et une opportunité. Pourquoi une opportunité? La Chine en a fait une force. Aujourd'hui, c'est un marché. La Chine a d'abord un marché intérieur, avant de penser au marché extérieur. Et nous, on peut faire pareil. J'ai envie, je ne sais pas, peut-être les gens vont me contredire, mais j'ai comme l'impression qu'on a presque une destinée similaire à la Chine. On doit commencer par ça et quitter justement. On nous chante régulièrement le changement de paradigme. Mais comment voulez-vous que nous changeons de paradigme lorsque les seules deux valeurs différentielles de l'économie congolaise ne sont pas prises en compte? Ce n'est pas les mines. Les valeurs différentielles de la RDC, c'est l'énergie et l'agriculture. Des choses qu'on peut exploiter autant de temps et qui peuvent nous permettre d'atteindre l'apogée de ce qu'on est en tant qu'État. Ce n'est pas les mines. Les mines devraient nous servir de constituer ce qu'on appelle un capital productif pour aller vers le projet intégrateur. C'est quoi le projet intégrateur? Justement, aller dans l'industrialisation, dans la production, dans l'agro-industrie et aussi l'énergie, on en a dans tout le sens. L'hydroélectrique, le solaire, les énergies fossiles, on en a suffisamment pour redevenir, parce qu'on l'a été, un géant en termes d'énergie et en termes d'agriculture. Tout est possible. Une autre RDC est possible avec la nouvelle énergie et les gens qui pensent Congo et non pas les gens qui pensent prioritairement à leur ventre. Monsieur Gandhi Kassendo me fait signe, il nous reste 10 minutes, mais vous pouvez payer les arriérés. J'aimerais vous donner 2 minutes pour répondre à la dernière question sur l'insécurité à l'Est de la RDC. Faut-il croire encore à notre diplomatie? Jusqu'aujourd'hui, il y a ceux qui pensent que notre diplomatie a apporté du fruit. Il y a également ceux qui pensent que la diplomatie du régime Tshisekedi nous a encore plombé dans des problèmes. Alors, cette question est à vous 2 minutes. S'il y a des arriérés, vous pouvez... Non, je prends d'abord les arriérés pour compléter ce que Gardi a dit. Donnez-moi la photo de notre chef de l'État ou l'armée. Quand on a parlé de sous-traitance, il y a des lois qui existent. Des décisions ont été prises. Le problème qui se pose dans notre pays, c'est toujours le problème de gestion, d'administration du pays, sur toutes ces questions. Il y a un déficit au niveau de suivi de la mise en application des décisions prises par le gouvernement, prises par l'État. Notamment au niveau de la sous-traitance. Les gens ne cessent de pleurer et rien n'est fait. Sauf que dans le secteur minier où il y a un peu de changement. Un petit frémissement dans ce sens-là, mais pour le moment, ce n'est pas encore au top. Et Texala a posé aussi le problème du syndicat. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire de la bonne politique dans un pays où les syndicats n'existaient pas. C'est le cas du pays. Vous allez me citer les syndicats ici ou là. Il y en a plein d'ailleurs. Dans toutes les manifestations... Je suis en train de vous écouter. Dans toutes les manifestations sociales et économiques, je n'ai jamais senti les syndicats. On ne les sent pas. Les syndicats n'existent pas. Pour autant que les syndicats n'existent pas, ils ne sont pas efficaces là où ils existent, mais les partis politiques n'existent pas. Ça n'existe pas. S'il n'y a pas de syndicats forts, il n'y a pas de partis politiques forts. Quand il n'y a pas de partis politiques forts, de syndicats forts, comment voulez-vous avancer, même dans l'opposition, même dans le contre-pouvoir, etc. Ça pose un problème. Donc, il y a un déficit par rapport au suivi des décisions. Je prends 1 ou 2 exemples. Le président a décidé à un moment donné ce qui était crucial pour notre pays. À une époque, l'ONATRA finançait l'État congolais ou l'administration congolaise. Aujourd'hui, l'ONATRA, je parle de l'ancien nom pour que ce soit plus facile. SPTC. Donc, aujourd'hui, vous allez à Boma, vous allez à Matadi, vous avez des larmes dans les yeux. C'était de grosses entreprises. Le président a pris une décision réelle en disant il faut fermer les ports privés. Qui a suivi? Quel est le ministre qui a suivi?
Quelle autorité qui a suivi? C'était à l'époque de Didier Mazeng, non? Ça pose un problème. Il ministre des Transports, après Chéribé. Apparemment, c'est comme si les gens ne respectent pas les décisions du chef de l'État, ou encore l'instruction donnée par le chef de l'État. Jusqu'à aujourd'hui, ça pose un problème. Les ports privés existent encore. Ça existe encore. L'ONATRA n'existe plus. Presque plus. On a affaibli l'ONATRA pour... L'État, on affaiblit l'État. Quand tu prends des décisions même simples, le président dit il n'est plus question d'avoir de cohortes qui accompagnent les ministres, les généraux, voire même le colonel aujourd'hui s'arroge le pouvoir d'avoir des voitures avec des sirènes. Ils ne respectent pas le code de la route. Le président avait dit qu'il s'était insurgé contre ça. Mais qui a respecté? On a respecté pendant un mois. On a vu l'inspecteur général de la police descendre sur le terrain pour mettre de l'ordre. Mais voilà. Il y a un problème de la gestion de l'État dans notre pays. Et il y a un problème de la gestion de l'administration et surtout du suivi des décisions. Il y a des bonnes décisions, il y a des bonnes idées, mais sur le terrain, tout s'effiloche. Pourquoi? Merci. Pour la diplomatie. Il vous reste 40 secondes. Oui, pour la diplomatie, moi je dis... Faut-il croire encore à notre diplomatie aujourd'hui? Il y a ceux qui pensent que la diplomatie partage. C'est pas une question de croyance. La diplomatie est dans une bonne gestation. C'est vrai? On n'a pas eu pendant plusieurs années une diplomatie réelle qui existe. Mais aujourd'hui, il y a quand même une démarche positive pour qu'il y ait une bonne diplomatie. On ne peut pas nier les résultats de cette diplomatie quand on regarde le positionnement des États occidentaux, que ce soit les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne et autres, par rapport au conflit qui nous oppose avec les M23 et le Rwanda. C'est la diplomatie. Quand tu regardes le positionnement du pape, même au niveau international, avant son passage ici, et après son passage ici, la diplomatie est réelle. Les gens disent qu'on n'a rien gagné avec l'arrivée du pape. Les gens qui disent qu'on n'a rien gagné, moi je leur donne rendez-vous dans 3 mois pour voir d'autres résultats. Vous êtes trop dans les jours à venir. Alors, merci. Monsieur, je vais revenir vers vous. Monsieur Jean-Patrick Moussenga, je ne sais pas. J'ai lu un article dans les réseaux sociaux, ça reste à vérifier. Il semble que le président rwandais, Paul Kagame, a changé même son entourage, même sa résidence l'université fermée. Il a changé, il a nommé son fils, ainsi de suite. Il y a M. Fabien Lumbala de Télé 50 qui a réfléchi dans ce sens-là. Pensez-vous qu'il a peur et il a été abandonné par les États-Unis, la France? C'est déjà une victoire de notre diplomatie. Surtout le Qatar. Monsieur Delphin, je pense que pour cette thématique, il faut toute une émission. On va vous inviter. Vous allez voir. Chaque lundi, je vais garder vous allez voir que ces castings. Le président rwandais qui infligeait la peur aux autres. Maintenant, c'est lui qui a peur. Vous voyez? C'était une grenouille qui pensait qu'il pouvait faire face... Kagame, grenouille. Une grenouille. Qui se croyait un bœuf. Oui, faire face à un bœuf. Moi, je suivais un cardinal ici qui croyait à sa leadership. Hein. Nous montrons aujourd'hui que la diplomatie en RDC est à la hauteur des menaces que la RDC fait face. Je pense que c'était vendredi. Le ministre Lutundula a convoqué le responsable, en fait, la représentante du secrétaire général des Nations Unies et beaucoup d'autres chefs de corps qui sont dans notre pays pour leur montrer l'hypocrisie qui les caractérise. Il a dit à Bintou Keïta, il a dit aux représentants de l'Union africaine et aussi les autres représentants de voir que depuis tout ce temps, leurs organisations n'ont jamais condamné le Rwanda et n'ont jamais prononcé une seule sanction contre le président rwandais et le Rwandais, n'ont jamais fait aucune action contre les agresseurs de la RDC. Ça, il y a 30 ans, on ne le disait jamais. Aujourd'hui, nous devons continuer à croire à cette diplomatie. Parce que la diplomatie de la RDC a montré à la face du monde qu'il y a des gens qui peuvent parler de la RDC et qui peuvent être agressifs lorsque la RDC est agressée.
Moi, je voudrais montrer un autre aspect des choses. Les gens sont en train de tirer sur Félix Antoine Tshisekedi pour la EAC. Oui, l'armée régionale. Je suis même bon sur le président de l'Assemblée nationale qui dit si cette armée ne nous aide pas, il faut... S'il vous plaît. Je n'ai jamais entendu quelqu'un demander que nous puissions sortir de la CPGL ou de la CIRGL. Initié par le maréchal Mobutu, c'est de la CPGL qu'est venue l'agression qui a défait maréchal Mobutu. On n'est jamais quitté dans la CPGL. On est là. Juste malgré, ils ont attaqué le Congo, le Zaïre de Mobutu, et on fait partir le maréchal. Nous sommes là. Je rappelle ici que l'Union africaine, c'est avec les Ghana qui a été appelé au secours pour appuyer Lumumba afin de pouvoir combattre les sécessions. L'Union africaine a comploté contre Lumumba et Lumumba a été assassiné. Personne n'a jamais crié que nous puissions sortir de l'Union africaine. Je parle aujourd'hui de la SADC. Laurent Désiré Kabila a été tué par qui? Jusqu'ici, les enquêtes continuent. Mais vous allez vous rendre compte plus tard que c'est en complicité avec l'Angola et le Zimbabwe, les pays de la SADC qui étaient venus soi-disant soutenir la RDC. Que par là, on est arrivé à tuer Mouzé. Donc, il n'est pas question de communauté, de région ou de quoi que ce soit. Il est question du leadership de la RDC pour faire face à l'agression dont est victime la RDC. Merci. Donc, moi je demande à ce que les gens qui crient fort pour que nous puissions sortir de la EAC, qu'ils fassent l'introspection. Merci. Pour voir ce que les soi-disant amis nous ont fait. Merci. Avant de parler de la EAC, si nous devons sortir de la EAC, moi je vais saluer cette décision, mais que ce ne soit pas une obligation pour que Tshisekedi puisse sortir la RDC de la EAC. Merci. Bon, merci. La diplomatie, nous devons continuer à faire confiance. Merci. C'était également votre mot de la fin, monsieur Mathieu Texal, avant que je donne à monsieur Gardidiana. Mon mot de... C'était votre mot de la fin, monsieur Mathieu. Je n'ai pas parlé de victime de guerre. Faut-il... L'insécurité à l'est de la RDC, faut-il encore croire à notre diplomatie? Cette diplomatie donne de fruits, apparemment. Nos adversaires ont eu peur maintenant. Ils ont maintenant peur. Nous devons s'organiser à l'interne. Hein. Vous savez, à l'interne, il y a de sérieux problèmes. Donc, à l'interne, il faut faire des... Il faut commencer à l'interne. Oui. La diplomatie que vous dites, c'est la diplomatie qui doit sortir de la République démocratique du Congo. Elle ne viendra pas de Vietnam. C'est le peuple congolais, avec tout le secteur de la vie, y compris la diplomatie économique. La diplomatie économique, ce sont les entreprises congolaises qui peuvent jouer la carte de grand pour que le rapport des forces soit quand même... les autres vont comprendre que non, c'est un marché qu'on va collaborer avec. Je crois qu'on doit lui donner une dose économique. Hein, aujourd'hui, dans le terrain politique, on voit que le président Tshisekedi, depuis qu'il est arrivé, il est en train de faire. Mais maintenant, il doit être complété avec une dose économique. C'est ce qu'on a commencé à parler sur la logique d'achat public et que les achats publics doivent permettre. Les achats publics sont faits pour permettre à l'agent économique local d'avancer. Privé et professionnel. Privé, c'est le particulier. Ça doit créer des emplois. Ça doit permettre aux entreprises locales d'avancer. Lorsque le président Tshisekedi ou le dirigeant congolais sera accompagné par les entreprises de la République démocratique du Congo, vous allez voir que notre diplomatie va devenir une diplomatie forte. Et la logistique de la guerre, c'est aussi ce qu'on appelle l'économie de la guerre. L'économie de la guerre, il faut que la République démocratique du Congo, on retourne encore dans la maison entreprise. Ça veut dire que si nous voulons faire face avec ce qui se passe de l'autre côté, il faut que nous puissions avoir les entreprises congolaises capables à créer de la valeur. Merci, monsieur Mathieu Texala. Monsieur Gardi Diana, le mot de la fin, la même question à vous. Qu'est-ce que vous pensez de notre diplomatie? Bon, je crois que je vais commencer par la question la plus cruciale à mon sens. Okay. Je suis de l'école de ceux qui estiment qu'il ne faut pas établir une paix durable dans un État qui, depuis des décennies, vit une situation d'insécurité pour des raisons
de ramifications et d'affiliations politiques en comptant sur une dynamique externe. Dans ces pays, on a déjà eu la plus grande force au monde, venue de la plus grande organisation internationale qui n'a pas résolu le problème parce que cette guerre-là a beaucoup plus d'implications. L'idée de nous amener la force sous-régionale, je l'ai dit haut et fort et à tout moment, ne nous aiderait pas. Je rentre dans la logique, un peu, on en a évoqué ici, c'est que le rapport entre États est un rapport défini par les intérêts. Il ne faudra pas qu'on fasse la politique philanthropique, qu'on croit que c'est à cause de nos beaux yeux ou des individus que les autres États vont nous aimer. Le Congo a une vocation où, j'ai l'habitude de le dire, il faut que nous soyons à même de présenter les intérêts des États africains dans l'idée de pouvoir suivre le leadership congolais. Dans cette politique ici, aujourd'hui, quand vous parlez de la diplomatie, il faudrait être naïf pour dire que ça n'a pas produit de résultats. Si, sur le plan belliqueux, c'est-à-dire en termes d'armes, les gens estiment qu'il n'y a pas assez de résultats probants, mais sur le plan stratégique, cette diplomatie nous a permis d'avoir un peu d'éclaircie sur le sol congolais, c'est-à-dire être capable de voir au-delà de ce qu'on voyait autrefois, faire en sorte que le rapport de force sur le plan international change entre nous et le Rwanda qui n'est qu'un instrument utilisé par d'autres forces de l'extérieur. Et qu'aujourd'hui, cette position, on s'est plaigné autrefois, la RDC était à fond, on ne l'entendait pas. Aujourd'hui, le monde entier part de cette situation. Aujourd'hui, le monde a un regard sur ça. Il faudrait être naïf pour ne pas dire que ça avance. Mais maintenant, à ce niveau-là, c'est là où je dis, la situation de l'Est ne peut se résoudre qu'avec l'approche militaire. Il est grand temps que le Congo arrête d'aller négocier autour des différentes communautés sous-régionales en position de faiblesse. Il faudra qu'on soit même de leur expliquer que nous, là, c'est lui qui veut la non seulement en termes de dissuasion, on est capable de faire la guerre et on est capable d'utiliser les mêmes instruments qu'ils utilisent pour nous déstabiliser. Et dans la politique extérieure, on a la largesse d'utiliser tous les instruments. Si aujourd'hui j'estime que la négociation avec le Rwanda n'évolue pas très bien parce que le Rwanda sait exactement ce qu'il veut sur le sol congolais, est en train de travailler, mais en contrepartie, on n'a pas encore bien défini comment contourner ces exigences macabres qu'il nous exige, les problèmes des terres, les problèmes d'exploitation et autres, pour finalement lui imposer un autre rapport de force. Merci. S'il faut espionner le Rwanda, s'il faut faire la guerre là-bas, pour finalement avoir un moyen de contrainte, pour que ces Vous voulez créer un Je suis en train de parler en des termes simples. S'il faut que nous créions la guerre, l'insécurité aussi au Rwanda, pour que nous ayons une force de contrainte, pour leur demander de retirer leurs éléments sur notre sol, en tant qu'État, on a à le faire. Le 21e siècle, le fait qu'on soit un village planétaire ne nous empêche pas d'user dans le monde. Les plus grands budgets vont dans les défenses et autres. C'est ça la première valeur de l'État. Savoir protéger son sol. Merci. Monsieur Philémon, donnez-moi la photo du chef de l'État. 1 minute, j'aimerais bien placer un mot, car je suis congolais, également un vrai patriote. La photo du chef de l'État ici derrière. Chers Congolais, l'homme que vous voyez ici, il n'a que 4 ans dans le pouvoir. 4 ans. Et le président rwandais, le président là, le méchant là, le président rwandais, il a plus de 20 ans au pouvoir. 29 ans. Plus de 20 bientôt 30 ans. Voilà. Tshisekedi, les gens pensaient qu'il était naïf. Mais aujourd'hui, il est en train de prouver le monde que c'est un homme extrêmement intelligent et sa diplomatie aujourd'hui commence à payer. Le Rwanda, là-bas au Rwanda, il y a déjà des problèmes. Il semble que Kagame est en train de changer son entourage. Kagame est abandonné par les gens qui le soutenaient. Parce que Félix Tshisekedi est en train de lui manger, de lui bouffer les pions. Nous, Congolais, nous devons soutenir notre président. C'est un vrai leader qui s'affirme maintenant là, dans l'Afrique. Il est en train de donner la position de la RDC. Alors nous devons le soutenir pour qu'il ne puisse pas s'affaiblir. Car Tshisekedi veut que la RDC puisse s'affirmer qu'il y ait totalement la paix à l'Est. Et celui qui veut la paix prépare la guerre. La RDC est en train de s'armer et je pense que vous aussi, la population, vous devez vous armer d'une manière de soutenir le chef de l'État. Votre arme, c'est votre soutien. Au chef de l'État, monsieur Philémon, donnez-moi la photo des véhicules. Les véhicules là de 145 territoires pour le développement de 145 territoires. J'aimerais bien aussi placer un mot. C'est mieux. Le développement de 145 territoires, le développement à la base de la RDC. Moi, je crois que c'est une réalité. Parce qu'il y a un homme, le président de la République, qui a pensé, qui voit le Congo en grand. On ne peut pas espérer avoir un grand pays
Congo, un pays développé, si on ne touche pas à la base, si on ne se développe pas à partir de la base. Et ça, c'est la réalité. C'est déjà un point, un élément que la volonté est manifeste. Et le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, va réussir cela. Et la RDC, c'est possible que nous on va voir ça déjà à Rutshuru. Oui, c'est possible. Là où il y a les M23, là, ils verront ça en train de travailler. Oui, c'est possible. C'est un des territoires de c'est possible que nous puissions avoir l'Allemagne de l'Afrique. Il faut croire. Nous avons tout ici en RDC. Mais pourquoi vous ne croyez pas? Tout est possible avec le régime Tshisekedi. Croyez, je pense que vous aurez des résultats. Merci. Sur ce plateau, j'étais avec monsieur Gadi Diana, analyste politique, journaliste. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Toujours un plaisir. Monsieur Mathieu Takizala, notre Dangote d'Afrique, moi je crois. Monsieur Sama, il faut l'associer. Monsieur Sama, le Premier ministre, voilà un entrepreneur qui est en train de se chercher. Il a les idées. Il faut quand même le soutenir. Il faut faire comme les Nigériens, là-bas au Nigeria, comme on avait soutenu Dangote. De l'autre côté, nous avons monsieur Jean-Patrick Moussenga. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Monsieur Gandhi, un vrai patriote. Merci également d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous et à toute votre équipe aussi. Suivez la rediffusion de cette émission à 22h. C'est chaque jour ici sur la chaîne de la Maman Nationale. 11h, rediffusion à 22h. J'ai été accompagné par la grande équipe de cette émission, régie finale et réalisation, monsieur Philemon Elazik, côté son, Obed, derrière la caméra, monsieur Eric, l'homme de Monieré, à côté de lui, la seule femme, ici sur les plateaux, madame Rita. Esther Bito, suivez la rediffusion à 22h. Au revoir.